Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie à tous de votre présence. Alors, on est loin d'être le nombre d'inscrits encore, mais tout le monde va arriver au fur et à mesure. Normalement, notre président, Stéphane Lagarde, devait faire l'accueil, mais il a un contretemps, donc il ne sera pas là. Donc, je vais tenter de le remplacer. Sachez que la session est enregistrée, donc voilà, si vous voulez pas qu'on vous voit, vous pouvez couper vos caméras. Je vous recommande aussi de couper vos micros pour plus de confort. J'ai la possibilité de le faire, moi, de mon poste, si jamais je vois qu'il y a des interférences. Voilà, donc d'abord, je voulais vous souhaiter, au nom du réseau Serre France, une très bonne année 2021. Voilà, cette année, effectivement, les vœux reprennent du sens avec tout ce qu'on a vécu en 2020, essayer de ne pas le revivre en 2021. Voilà, je m'excuse par avance, parce qu'il y a certaines redites qui vont être faites par rapport à ceux qui ont participé à la présentation de la semaine dernière sur les filières végétales. Voilà, le début et la fin de la présentation vont être communs, donc voilà. Excusez-nous. Du coup, vous pouvez profiter pour aller prendre un café si vous le souhaitez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Roubière, je suis déléguée régionale au sein de l'association qui regroupe les 7 Serres France de la région Occitanie. Cette association, elle a pour but de mutualiser les actions, les projets, les outils entre les 7 Serres France. Donc, on regroupe 1300 collaborateurs sur la région, sur 100 agences donc localisées dans les territoires. Nous avons environ 40 000 clients. Alors, pas uniquement des agriculteurs, mais les agriculteurs constituent la majorité puisqu'on a comme clients 30 000 agriculteurs. Action que porte la région, il y a tout ce qui concerne les observatoires économiques et les études. Et le travail qui vous est présenté aujourd'hui, qu'on appelle entre nous anticipation des résultats, est une des actions qu'on mène en région avec les 7 Serres France. Donc ce travail-là, il a été initié grâce à l'appui de la DRAF et de France Agrimaire il y a quelque temps, qui nous avait demandé de réfléchir à une méthode pour anticiper les résultats avant la fin de l'année, de manière à pouvoir éventuellement voir s'il y avait des situations de difficulté, pouvoir les anticiper. Ce travail s'est poursuivi ensuite grâce à l'appui d'un club des partenaires. Donc vous avez à l'écran les partenaires, ils sont 10 actuellement, qui nous aident à place ce type d'action. Voilà. Et aujourd'hui, on le mène à l'échelle de la grande région. Ça avait été initié en Midi-Pyrénées. Et comme on est devenu, on a regroupé les deux régions, on est Serre France Occitanie dorénavant. C'est un travail qu'on mène sur la région Occitanie. Donc un mot sur le club des partenaires peut-être. Donc il réunit, ce club des partenaires, des institutionnels et des organismes économiques qui partagent des problématiques d'évolution de l'agriculture. Et au sein de ce club, on a des échanges d'experts, il y a des réunions, au moins une chaque année, sur une thématique particulière. Et puis, on essaie de valoriser chacun de nos informations, de les mettre en commun et de les valoriser à travers ce type d'études, par exemple. Voilà. Et du coup, chacun d'entre nous essaie aussi d'utiliser ce travail-là pour améliorer ses services auprès de ses adhérents ou de ses clients. Voilà. La séquence d'aujourd'hui, elle va être consacrée aux productions animales. Donc vendredi, c'était les productions végétales. Et vous savez que d'habitude, vous savez peut-être pas, mais on fait ces présentations en présentiel. Alors soit à Purpan pour Toulouse, soit à Montpellier. Là, compte tenu des circonstances, on a dû se réorganiser. Donc, mais c'est un avantage, c'est que vous êtes beaucoup plus nombreux à pouvoir en bénéficier. Vous ne seriez pas tous venus en présentiel. Et là, voilà, vous allez être plus nombreux, on va pouvoir diffuser plus largement. L'inconvénient, c'est que les échanges ne vont pas être facilités. C'est vrai qu'en visio, pour poser des questions, c'est plus compliqué, même si on va essayer de favoriser l'échange. Et puis surtout, on va pas pouvoir partager le buffet qu'on faisait traditionnellement, et ça, c'est ce qui va nous manquer le plus. Mais on a dit qu'on mettrait double ration pour la prochaine rencontre. Voilà. Alors la technique aujourd'hui, elle n'est pas au top, parce qu'on a chez nous des difficultés de réseau et des coupures. Donc voilà, on va prier pour que ça fonctionne.
mais on ne peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on a déjà mis en place. Voilà, donc je vous rappelle de bien vouloir couper vos micros, vos caméras éventuellement, ça fait aussi ça prend moins de bande passante, ça facilite. Pour ce qui concerne les questions, vous avez deux possibilités. Alors, il y a la possibilité de la main. Vous pouvez poser vos questions en direct en appuyant sur la main. C'est moi qui vais surveiller vos questions. Donc, dès que je vois que vous voulez prendre la parole, je vous la donnerai. On fera des arrêts après chaque partie, sous-partie, pour que vous puissiez poser vos questions. Et ensuite, vous avez la possibilité du chat. Donc, c'est les deux petites bulles. Donc là, moi, je surveille et je relayerai les questions à mes collègues voilà, qui vous répondront. Donc, je vous rappelle de bien vouloir couper vos micros parce qu'il y a encore des interférences et sinon, je le ferai de mon poste puisque j'ai la possibilité de le faire. Je vous rappelle aussi que cette séquence est enregistrée, voilà, pour qu'on puisse vous la diffuser en replay. Dernière précision avant de passer la parole à Cathy. Peut-être Cathy, tu peux commencer à partager ton écran du coup, je vais enlever le mien. Précision, le diaporama que vous allez voir ne vous sera pas diffusé parce qu'il est réservé au club des partenaires qui le reçoit en novembre et est réservé à l'interne. Mais par contre, on est en train de finaliser une plaquette de synthèse qu'on réalise chaque année et qu'on vous mettra à disposition dans la semaine, j'espère. Donc, je l'enverrai à tous ceux qui étaient inscrits à ces deux présentations. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre sur le chat ou à demander la parole. Si je te passe la même pour l'introduction. Donc, c'est Cathy Bigouin. Elles se présenteront toutes les deux et Sandrine Sabatier qui vont officier aujourd'hui. Je prendrai la même pour tout à fait à la fin. J'arrive pas à partager. Ah. Ça a marché tout à l'heure et là, ça ne marche pas. Si tu veux, je peux partager. C'est moi qui ferai, pendant que tu fais l'introduction, je ferai suivre les diapos. Mais écoute, on va faire comme ça parce que allez, je remets. C'est pas jouable. Je sais pas ce qui se passe, mais tu réessayeras tout à l'heure. Donc voilà, je te mets déjà aux précautions de lecture. Voilà. Bonjour à tous. Donc, dans un contexte un peu particulier, on va essayer quand même d'avoir une présentation et un échange constructif. Donc, au niveau de notre diaporama, il y a un cours tout au moins sur la campagne de commercialisation parce qu'au niveau des récoltes, une bonne partie, ou du moins au niveau végétal, est réalisée. Qu'il s'agit de moyennes régionales avec des écarts qui sont quand même significatifs entre départements, mais également entre exploitations, et cet écart, cette hétérogénéité est de plus en plus importante, et que les chiffres qu'on vous présente, il faut vraiment les prendre comme des tendances et non comme des résultats définitifs. Tu peux passer, Magali, s'il te plaît? Ah, on a vraiment des soucis de connexion. Magali, c'est possible de passer? Oui, je suis sur la page 2 là déjà. Et ouais, et moi je la vois pas. Donc, et moi c'est bloqué sur la page 1. Bon, est-ce que tu suis avec le tien peut-être? Ok. Alors, donc au niveau de la méthode de prévision, on part toujours des résultats 2019 et antérieurs, chacun dans nos départements, et puis après on intègre donc les fonctions de marché, de conjoncture et d'éléments de la campagne 2020 que l'on connaît au moment où on fait les premières simulations, c'est-à-dire que on se retrouve au mois de
Et à partir de ces éléments-là, on fait des prévisions aussi bien en EBE qu'en revenu disponible. Donc voilà au niveau de la méthode. Au niveau du sommaire, donc on va faire une partie sur la conjoncture 2020 qui est quand même très prégnante cette année et qui a des incidences très fortes. Et puis après, nous verrons les résultats des productions animales. Donc bovin lait, bovin viande, c'est Sandrine Sabatier qui va vous les présenter. Ovin lait, ovin viande et aviculture, c'est moi-même avec les revenus disponibles. Et ça, Sandrine reprendra la même pour voir les pistes de réflexion par rapport à l'avenir. Au niveau de ce qui est de la conjoncture de la campagne de 2020, donc le premier facteur, ça a été la météo. Puisque pour les semis au mois de novembre, on a eu une forte pluviométrie. On vous l'a représenté au niveau du graphique par rapport, là vous avez les pluviométries mensuelles en jaune et en orange, la moyenne de 1981 à 2010. Et donc, on constate que sur l'année de 2020, on a eu vraiment un pic au mois de novembre et également au mois de décembre. Donc ça a eu quand même pour des effets importants puisque certaines cultures n'ont pas pu être implantées et ont été retardées sur le mois de janvier, voire certaines cultures n'ont pas été implantées et il a fallu donc changer l'assolement à partir de fin janvier. Donc ça a une incidence quand même très forte. Et puis au niveau du printemps, si on regarde, on a eu sur le mois de juin qui va avoir quand même des incidences au niveau des cultures parce que il a fallu ressemer certaines cultures et puis au niveau de la vigne une pression mildiou qui a été dans l'ensemble malgré tout bien maîtrisée. Et puis sur l'été, on a eu donc pas de pluie sur le mois de juillet, c'est vraiment très très net, puisqu'il y a eu des départements ou sur des villes, pas de pluie du tout sur le mois de juillet. Et puis également au niveau de la végétation, un certain nombre de problèmes de stress hydrique assez importants. Si on regarde alors je bloque mon diaporama, c'est également bloqué. C'est le summum aujourd'hui. Voilà, au niveau des températures, au niveau de l'hiver, donc également un hiver très très doux, ce qui a empêché le repos végétatif des plantes. Et donc, ça va avoir des conséquences sur la floraison. Après, au niveau des gelées, on a été épargné quelques zones, mais pas d'une incidence majeure. Donc, au niveau des climatiques, un climat quand même très, très particulier. Et puis, le deuxième volet, c'est tout ce qui a lien avec la pandémie, avec la Covid-19, où on est là sur une pandémie mondiale avec une crise mondiale économique qui se joue en plusieurs volets. Donc là, dans notre diaporama, on a surtout traité le premier volet, puisque les incidences du deuxième confinement et puis de la deuxième vague à l'automne, on n'a pas encore le recul économique totalement, mais on sait que ça va avoir des incidences très fortes et retarder, je dirais, le rebond que dans les projections qui avaient été faites au départ, elles se situaient en 2021. Les incidences seront également fortes au niveau économique.
Alors sur le diaporama, on vous a présenté au niveau des pays l'impact au niveau du PIB, et c'est vrai que c'est quand même des impacts très, très lourds, avec un impact nettement moindre au niveau de la Chine, mais nos pays européens sont très touchés, et la France en particulier. Si on regarde au niveau maintenant secteur agricole, au niveau du Covid-19, alors le secteur agricole en général a été moins au niveau du Fonds de solidarité en Occitanie, donc là c'est basé sur le 23 octobre, on s'aperçoit que au niveau agricole, le fonds a été de 3% du montant régional, avec les départements qui ont été les plus aidés sont donc plutôt les départements à consonance viticole et palmipède. Après, on a d'autres productions, on le verra après, qui sont touchées. Et le PEG, donc le prêt garanti d'État. Donc au niveau de l'Occitanie, l'agriculture a pris 2% de ce montant régional. Et c'est vrai que là, sur les mois à venir, je pense que d'autres exploitations vont demander ce soutien, puisque avec la seconde vague, quand même, l'impact est important. Si on regarde au niveau de la Covid-19, alors à la fin du premier confinement, en partenariat avec la crise du coronavirus 2020, où on avait listé filière par filière les impacts que ça pouvait avoir, aussi bien positifs que négatifs. Ce qui est sûr, c'est que les filières les plus touchées sont la viticulture, les palmipèdes, l'horticulture, tout ce qui est centre équestre, et également tous les produits, je dirais, AOP, et également tous les produits festifs, et plutôt haut de gamme, puisque lors du premier confinement, ça a été autour de la période de Pâques, donc ça a eu quand même des effets conséquents sur certaines filières, et on le verra après dans les filières plus particulièrement. Et puis donc le deuxième volet, où là, qui impacte toute la fête de fin d'année, toute la période de fin d'année, où là, avec la fermeture des restaurants, donc toutes les exploitations qui commercialisaient avec la restauration, donc, sont forcément beaucoup plus impactées que les autres. Alors sur la période de l'été, on avait eu un petit peu un retour qui avait permis de rattraper une partie, mais vraiment ce second confinement est quand même préoccupant, et on va avoir les effets, alors nous comptablement pas sur la campagne 2020 ou partiellement, ça dépendra des dates de clôture, mais c'est sûr qu'on va avoir des effets sur la campagne 2021 liée à cette pandémie. Parallèlement à ces facteurs, je dirais, négatifs, il y a eu quelques facteurs quand même positifs, et il faut s'en servir pour, je dirais, pour évoluer sur la campagne 2021 et les suivantes. On en avait parlé déjà l'an dernier quand on s'était revu sur les, les évolutions en termes de consommation. On s'aperçoit que le consommateur souhaite de la consommation locale est nette. Et donc, avec la pandémie, et surtout lors du premier confinement, on a vu une accélération très forte. Et ça a nécessité au niveau des producteurs je dirais une innovation dans la façon
de commercer avec les particuliers. On a vu la mise en place importante et accélérée de tout ce qui est drive fermier, de tout ce qui est également site internet et surtout paiement en ligne que précédemment on n'avait pas forcément chez tous les producteurs. Là, vraiment, il y a eu une forte accélération et il faut, je dirais, s'en saisir parce que ça permet quand même, ça baisse de potentiel de chiffre d'affaires. Et en plus, au niveau de la région et même des aides d'État, il y a un certain nombre d'investissements qui sont finançables et en particulier tout ce qui est sur la commercialisation, sur la transformation. Donc il y a des ouvertures et donc il est important que les agriculteurs s'en saisissent. Après le volet Covid, donc juste au niveau des intrants, on constate une baisse de l'indice des intrants qui est surtout sur cette campagne-là, les carburants ont un coût moindre de presque 14%, ce qui est quand même très important. Et au niveau des engrais, donc on a une baisse de 3,6%. Au niveau des aliments, au départ, on avait eu une légère baisse des coûts des aliments. Et puis, à partir de septembre-octobre, en lien aussi avec l'augmentation des céréales et des oléoprotéagineux, on voit une progression des aliments, mais ça aura plus d'incidence, je dirais, sur la campagne prochaine. Un autre facteur, c'est au niveau des échanges mondiaux. Ils sont influencés par la parité euro-dollar et c'est vrai que sur sur une partie de la campagne 2020, on s'aperçoit que cette parité euro-dollar est moins favorable pour l'euro puisque on s'aperçoit qu'au niveau de la courbe, on remonte. Il y a eu aussi sur la campagne 2020 qui avait commencé aussi fin 2019 les guerres commerciales entre la Chine et les USA. Alors sur mi-2020, il y a eu quand même des accords qui ont été signés entre ces deux pays, mais c'est vrai que ça pèse quand même sur les échanges mondiaux. Et la Chine a tendance quand même à se tourner vers tous les pays d'Océanie, excusez-moi. Et puis un autre facteur qui est les mises en place des taxes Trump, avec des droits de douane qui sont quand même très conséquents, et en particulier sur les vins français. Donc ça a eu des incidences sur nos importations vers les USA, qui étaient en progression sur les dernières années. Donc il faudra voir là comment ça va évoluer avec le changement de président. Voilà. Donc au niveau des productions animales, maintenant je vais donner la parole à Sandrine pour les bovins laits et les bovins viande. Bonjour à tous. Donc je vais Alors juste, je te coupe Sandrine. Donc on verra, je te dirai, mais Cathy, tu as été coupée de temps en temps. Donc peut-être il faudra essayer de couper les caméras si jamais on voit qu'il y a des coupures. Ça prendra moins de bandes passantes aussi, ça sera peut-être plus facile. Alors, c'est pas joli ça. Bon, c'est pas. Alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc Sandrine Sabatier, chargée d'études au sein du CERF France Go. Donc je vais moi vous présenter au niveau des productions animales les filières bovin lait et bovin viande, mais avec pour démarrer une petite partie introductive qui concerne toutes les productions. Donc tout d'abord, donc ma collègue Cathy vous a fait le point sur la climatologie et l'impact de la météo sur les récoltes. Donc on va
faire un petit point sur ce qui impacte les bovins aussi et les animaux, c'est l'évolution de la pousse de l'herbe. Donc, on a voulu vous montrer ici que il n'y a pas qu'une année qui impacte finalement sur 2020. 2020 va être impacté à la fois par la météo et par les aléas climatiques de 2019 aussi, puisque sur notre campagne, on est coupé en deux avec la partie de l'hiver où on va consommer donc les foins de l'année précédente et l'impact de réellement la récolte 2020 se fera plutôt sur la fin de l'année. Donc ici pour vous dire que voilà 2019 ça avait été une année où les qualités de foin étaient moyennes et les ensilages de maïs par contre on avait de la bonne qualité. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de 2020 on a un début d'année de janvier à mars on va dire où on avait les éléments pour produire et pour faire voilà de la qualité en termes de production que ce soit viande ou lait. Ensuite intervient la mise à l'herbe. Donc, la mise à l'herbe qui se fait souvent sur les mois de avril, mars-avril. Donc, on a eu un printemps suivant les territoires qui ont subi de fortes pluies. Mais bon, c'était des pluies plutôt fortes, intensives, mais dans des quantités moindres, pas une pluviométrie très élevée. Donc, les animaux ont pu sortir, bénéficier d'une bonne pousse de l'herbe sur le printemps. Et en même temps, les premières récoltes de foin, elles se sont faites dans de bonnes conditions. Donc, on a eu un foin qui avait de la qualité. Je Ensuite, on arrive t'arrête, sur... Sandrine. Oui, oui. Alors apparemment, on ne voit pas le diaporama. Alors moi, je ne le vois pas, mais c'est peut-être normal. Mais il y a Et des pourtant, remarques sur le chat. mais Donc je l'ai peut-être, partagé. alors annule et tu le remets. Ouais. Moi, je le vois pas non plus. Hein. D'accord. Bon, je recommence alors. Hop là. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, ça a l'air de bouger là. Quelque chose qui se C'est passe. mieux là? Oui, pour moi, oui, en tout cas. Là, on le voit. Bon, Voilà. ça y est, Vous nous dites sur le chat si jamais vous voyez pas, mais a priori, ouais, c'est bon, c'est bon. vous avez C'est l'image bon, qui je reprends. correspond au son alors. Oui, c'est ça. C'est mieux. Voilà. Bon, excusez-moi, alors un problème de connexion peut-être. Donc du coup, voilà, on a vu, donc je vous ai parlé de l'hiver, du printemps, la mise à l'herbe, et puis ensuite on est arrivé sur l'été, un été sec. Donc un été sec, ce qui veut dire que voilà, les animaux trouvaient peu. On a eu des secondes coupes qui se sont faites, mais précocement, donc en quantité moindre. Une qualité qui était là, mais vraiment moindre en quantité. Cette sécheresse a aussi a rendu, on va dire, obligatoire dans certaines zones l'affouragement précoce. Donc, c'est-à-dire que donner du foin en complément de ce qu'elle ne trouvait pas dans les prés. L'impact ici, il va se faire pareil au niveau de la production. Vous le verrez, on va constater des baisses de production, que ce soit en lait et puis des vaches ou des brebis un petit peu amoindries de par le manque de foin. On arrive ensuite sur la période plus hivernale. Donc là, on a récolté donc les foins qu'on a vus en bonne qualité, quantité relativement présente sur les premières coupes, donc quand même des stocks qui ont été un peu, on va dire, consommés un peu tôt par cette sécheresse estivale, et des ensilages de maïs, par contre, qui ont été moyennes en qualité, puisqu'on a des grains pas complètement remplis, il a fait sec, il a fallu arroser, pas de bonnes conditions. Donc, on rentre dans les étables avec voilà, une qualité des fourrages, on va dire, moyenne, ce qui a aussi un impact puisque voilà, au niveau si l'alimentation est moyenne, il faut complémenter, rajouter de l'aliment et ça a aussi des impacts sur les quantités de production. Donc, autre élément de contexte plus général, on va dire, la consommation. Donc, c'est vrai que voilà, la consommation de la viande baisse depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, toutes les viandes ne sont pas impactées de la même façon. On baisse de façon récurrente, que ce soit en viande bovine ou en viande ovine. En porc aussi, la consommation baisse. Par contre, voilà, la volaille tire un petit peu son épingle du jeu depuis 10 ans, si on peut dire, puisque là, on a une consommation plutôt à la hausse de ce type de viande-là.
Maintenant, si on regarde les prix, on avait un différentiel très important au début hein, en termes d'indice des prix au niveau des différentes viandes. Et aujourd'hui, ben, en fait, ce qui est mis en avant ici par ce graphique, c'est que ben, voilà, le prix de la viande ne cesse d'augmenter, ça coûte de plus en plus cher et ça impacte toutes les catégories de viande, que ce soit de la viande de volaille, de porc ou de la viande de bœuf. Donc, en rentrant un peu plus dans les filières maintenant, donc on va démarrer par la filière bovin-lait. Donc, on va faire, en fait, quelle que soit la filière lait ou viande, on va partir d'un contexte mondial et s'avancer progressivement sur notre région Occitanie. Donc, au niveau des bovins laits, au niveau mondial, qu'est-ce qu'on a constaté sur cette campagne-là? Donc, une collecte mondiale qui est en hausse, donc plus 1,7%. Donc, collecte mondiale qui est tirée par les États-Unis et l'Union européenne, puisque l'Union européenne, plus 1,1%, malgré des conditions climatiques, on a vu pas très, très favorables. Au niveau de l'Océanie, donc la collecte démarre, elle est plutôt stable, puisqu'en fait, ils ont quelques aussi contraintes climatiques là-bas, avec manque de pluviométrie. Donc, on serait plutôt ici sur une collecte stable, voire là, sur les derniers chiffres sortis, ils étaient à plus 0,4%. Donc, cette collecte au niveau France maintenant. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau France, sur les 9 premiers mois de l'année, même jusqu'au 10e, on est sur une collecte à plus 0,2, voire plus 0,2%. Donc on va la considérer stable, mais elle se partage en deux, c'est-à-dire qu'elle a été assez dynamique sur le début de la campagne et puis après, en fait, sur le redémarrage septembre-octobre, là, on a constaté des reculs de la collecte. D'ailleurs, comme on peut le voir ici sur la carte France. Donc, recul de collecte qui impacte à la fois la Bretagne, les Pays de Loire et dans de moindres mesures l'Est, qui sont dus, comme on l'a vu, à des fortes chaleurs sur les mois d'août, septembre. Une qualité, une quantité de foin moins présente aussi, et donc moins de productivité. Au niveau de l'Océanie, alors ici sur la carte, on a le bassin laitier, donc c'est le bassin sud-ouest. En plus de l'Occitanie, on a la Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur le bassin, on est à moins 3,7% de collecte par rapport à la même période 2019. Et si on regarde, on fait un focus Occitanie, on est à moins 2% des volumes. Par contre, sur notre région, voilà, ce qui est important et ce qui est récurrent depuis quelques années, c'est la baisse du nombre de producteurs laitiers, puisque à nouveau, encore sur cette campagne-là, on a une baisse de 7% de producteurs. Mais si on regarde, on fait un focus au niveau des exploitations et des producteurs restants, on a quand même des volumes produits par exploitation qui sont quand même en augmentation. Donc, autre élément important qui intervient sur le prix du lait et sur le niveau du prix du lait, outre la collecte, c'est le marché des produits industriels, puisque le prix du lait, il est indexé sur plusieurs éléments et plusieurs éléments viennent interférer à son indexation, et notamment les produits industriels. Donc, les produits industriels, c'est pareil. On a une année particulière, puisqu'on a une année où on a de la production, on a du lait, et on a une année aussi qui est impactée par la Covid-19 et tous ces confinements, déconfinements. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le début de l'année, le premier trimestre de l'année a été marqué quand même par le confinement de la Chine. La Chine, c'est un pays qui importe beaucoup de produits laitiers et beaucoup de produits industriels, notamment de la poudre de lait. Et donc là, on a eu un petit coup d'arrêt sur les marchés avec des cours qui ont diminué. Mais face à ça, on va dire, on a eu des industriels qui ont été quand même assez réactifs, puisque les confinements se sont succédés, et on va dire que ces confinements ont aussi amené des habitudes de consommation différentes. C'est sûr que la restauration hors domicile n'étant plus là, on va dire les gens ont consommé, on va dire chez eux, pardon.
Et donc, ils ont consommé à la fois de l'ultra frais, à la fois du lait et dans des manières plus importantes que les années précédentes. Donc, du coup, on a une consommation quand même qui a été tirée vers le haut. Donc, ça a permis aussi d'absorber une partie de la production supplémentaire qu'on en a pu constater sur cette campagne-là. Donc, du coup, l'impact, c'est qu'on a eu des cours qui ont chuté, on va dire, au début des confinements, et puis après, vu que la consommation a redémarré, que finalement l'offre et la demande ont été assez équilibrées, on a des cours qui sont repartis à la hausse, et ce qui nous donne finalement en moyenne des cours qui sont plutôt stables au niveau des produits industriels. Donc des cours stables, donc peu d'impact sur le prix du lait, donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt positif. Par contre, aujourd'hui, on est quand même dans une incertitude puisque on a subi un deuxième confinement. Là, aujourd'hui, on subit d'autres contraintes sanitaires. Donc, on a des habitudes de consommation qui changent, mais on a aussi, on va dire, un environnement économique fragilisé qui fait que les marchés sont dans l'attente et ont cette crainte d'une crise économique à venir et voilà, et qui amène un facteur de risque et d'incertitude supplémentaire sur le marché et sur le prix du lait. Donc, ces deux éléments étant là, que s'est-il passé au niveau du prix du lait? Donc, le prix du lait, je vous ai mis deux éléments importants. Donc, on prend en fait comme référence le prix du lait moyen conventionnel ici, édité par France Agrimaire, donc région Occitanie. Donc de janvier à octobre, on a constaté voilà, un prix moyen de 352 € par millilitre, donc prix moyen du lait payé aux producteurs. Donc stable par rapport à 2019. En dessous, je vous ai mis le constaté Serre France. Le constaté Serre France, c'est le prix payé aux producteurs conventionnels constaté dans notre échantillon à nous. Et donc, 2018 et 2019, on est sur un prix constaté supérieur au prix du lait moyen France Agrimaire. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, les hypothèses que l'on a prises sont forcément plus élevées que le prix constaté France Agrimaire, mais en fait, elle reflète les évolutions et tendances que je vous ai évoquées sur le début de la présentation. Donc, on a un prix voilà, sur janvier à mai qui était au-dessus de 2019, et après, de juin à août, on a un prix qui a diminué de moins 1,5%. Donc, ce qui fait que dans les hypothèses que l'on a pris pour cette campagne-là, on a pris une hypothèse minimale à 351 €, donc plus basse que le constaté 2019. Une hypothèse moyenne où on est sûr de la stabilité par rapport à la campagne précédente, et une hypothèse maxi à 359 € les millilitres. Donc, une fois que l'on applique ces hypothèses à notre échantillon, voilà les perspectives que cela donne. Alors, notre échantillon en bovin lait, donc on est sur une exploitation moyenne de 60 vaches laitières avec une production de 411 millilitres sur une surface de 102 hectares. Donc, on constate du coup une baisse des produits de l'ordre de 1%. Et au niveau des charges, on est sur des principales charges qui est l'aliment au niveau de la production laitière qui est stable. Donc, ce qui fait que l'on se retrouve avec une projection de BE, alors une projection moyenne avec une baisse de l'EBE qui passerait de 150 € par millilitre à 147, donc dans une fourchette allant de 142 à 152 € par millilitre. Ce qui nous fait un EBE moyen par exploitation qui se situe entre 55 000 à 60 000 €. Donc au niveau, voilà pour ce qu'il en est des productions, de la production bovin lait. On va peut-être passer à des questions, peut-être sur le bovin lait. Donc moi, j'ai pour l'instant une question de Corinne Falcos qui demande comment s'explique la différence entre les prix Serre France plus élevés que les prix France Agrimaire. Est-ce que ça vient de la qualité et du bio? Est-ce que tu peux répondre, Sandrine?
Alors, donc prix moyen France Agrimaire, comme j'ai dit, c'est conventionnel. Dans notre échantillon Serre France, il y a aussi la qualité, oui, et aussi il y a les entreprises qui commercialisent sur des laiteries, on va dire, plus réduites, notamment sur les départements qui Oui, peut y jeunes avoir du montagnes, par Tarn, exemple, sur voilà, l'Aveyron, voilà. qui paient un Dans peu le plus Tarn cher leur aussi, lait. il y en a, voilà, on a cet effet-là sur notre échantillon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rien sur le. Si vous voulez prendre la parole, quelqu'un, je vois rien sur le chat pour l'instant. Sinon, on passe à la suite. Questions, vous pourrez toujours les poser a posteriori aussi, hein, si elles vous arrivent. Ben, écoute, Sandrine, je crois que tu peux reprendre pour la suite. D'accord. Donc la suite, ben, c'est les bovins viande. Donc au niveau des bovins viande, on fait le choix et on présente deux aspects, à la fois l'aspect marché broutard très important sur notre région et après l'aspect bovin fini, vache de réforme. Donc au niveau du marché du broutard, une année un peu particulière. Donc une offre française qui était réduite, plus basse qu'en 2019, et on va dire un niveau un débouché au niveau des exportations changeant par rapport au constaté de 2019. Donc on a regagné des parts de marché vers l'Italie avec une progression des exportations vers ce pays-là et une diminution sur des clients qui étaient devenus un peu prépondérants, que sont l'Espagne et l'Algérie. Plusieurs phénomènes à ça, plusieurs explications à ça. Bon, et puis c'est voilà, hein, c'est les impacts, on va dire, du Covid et du changement de consommation aussi. Donc il y a eu une diminution de la consommation de toute façon généralisée, que ce soit sur l'Espagne ou l'Italie, mais l'Italie a quand même continué à remplir ses ateliers d'engraissement parce que il y a aussi l'effet prime à l'incitation à l'engraissement que perçoivent les engraisseurs italiens. Et il y a un autre élément aussi qui est venu perturber le Covid, autre la consommation, c'est que voilà, l'Espagne a acheté beaucoup d'animaux au niveau de la France et au niveau de l'Occitanie, notamment du bassin sud Occitanie, et qu'elle revendait ensuite derrière sur les pays tiers. Donc pays tiers cette année qui ont une situation fragilisée économiquement et aussi sanitairement. Donc économiquement, l'impact du Covid, c'est que voilà, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ne bénéficient plus du flux de touristes et puis de retour entre guillemets au pays, et donc la consommation a fortement chuté. Les échanges économiques ne se sont pas faits comme ils se faisaient aussi, et leur positionnement économique est fragilisé. Donc du coup, l'Espagne n'a pas eu le débouché qu'elle avait d'habitude. Donc moins les ateliers se sont remplis, moins de débouchés, donc forcément ils ont moins d'achats. Donc ça a aussi impacté le broutard français, le prix du broutard français. Et ça l'a impacté doublement, puisque l'Espagne n'ayant plus ses clients habituels, elle s'est reversée aussi sur l'Italie et a fourni à l'Italie un jeune bovin fini finalement pour ce pays-là. Donc l'impact a été double pour la France, dans le sens où notamment, on va dire pour l'Occitanie, pas forcément pour tout le pays, mais pour l'Occitanie, puisque les animaux partaient pas, et quand ils partaient à des prix vraiment diminués. On a pu constater, suivant les régions, une baisse du prix du broutard pouvant aller jusqu'à 100 € par rapport à ce qu'ils étaient vendus l'année précédente. Donc voilà, au niveau du broutard, il y avait une offre réduite. On aurait pu penser que, vu qu'il y en avait moins, le marché allait tirer. Mais voilà, la Covid est passée par là et a bouleversé, on va dire, les habitudes, a bouleversé, on va dire, les échanges habituels, et le broutard en a fait les frais. Au niveau, hop, très bien si ça passe. Voilà.
Au niveau bovin fini, qu'est-ce qui s'est passé sur les vaches de réforme? Donc une baisse des abattages des vaches allaitantes de moins 1,3%. Une légère hausse pour les vaches laitières, mais qui s'est stabilisée, on va dire. Donc tout ça pour faire face aussi à des changements d'habitude de consommation. Aujourd'hui, voilà, la Covid a impacté la restauration hors domicile, donc a impacté finalement l'endroit où on consommait de la viande et du coup la catégorie de viande consommée. On ne consomme pas la même viande quand on est en restauration, quand on est hors de chez soi que quand on est à la maison. Donc ça impacte le cours des viandes et le cours des vaches. Donc la vache, en fait, la consommation s'est faite sur de la viande un peu plus haut de gamme qui correspond aux vaches R3 ici, que je vous présente sur le graphique numéro 1. Donc en fait, moins de disponibilité, une demande qui a progressé, ce qui nous a amené à une montée des coûts. Répercussion qui s'est faite aussi sur les vaches O3. Vaches O3, c'est plutôt des vaches à profil laitier, donc avec des habitudes de consommation, on va dire plutôt hors domicile, mais ce qui a été constaté toujours quand même, c'est que dans la consommation de viande, on a aussi consommé du steak haché, on a aussi consommé du steak haché frais, du steak haché congelé. Donc c'est la destination de ces vaches-là aussi, et donc une demande qui a aussi progressé et qui a permis une augmentation de ces cours-là. Au niveau du jaune bovin, là, c'est différent. Le jaune bovin, c'est vraiment, voilà, lui, il a été vraiment été impacté par la Covid-19. On a une baisse des abattages de plus de 7%. Et en fait, sur le premier confinement, c'est une catégorie qui ne s'est pas vendue et qui n'a pas été consommée. Donc des animaux qui sont restés en ferme et dont le stock a progressé et qui sont arrivés sur le marché, on va dire sur le mois de mai-juin. Donc avec là, ça a redémarré timidement, on va dire, mais voilà, les prix ont chuté parce que par contre, là, il y avait de l'offre et la demande en face n'était pas présente, et donc on a un engorgement de ce marché-là et on a une chute des cours réels constatée. Au niveau de la part des achats de viande par les ménages français, on a voulu voir un petit peu voilà, s'il y avait eu un impact de la Covid et du confinement sur les habitudes d'achat. Et donc, on a regardé un petit peu. Donc, 2019, principalement, les achats de viande par les ménages se faisaient au sein des GMS, une petite partie dans les boucheries, et puis voilà, les marchés, ventes directes se partageaient le reste. France Agrimaire a fait une étude sur la consommation. Alors, c'est une enquête, en fait, elle a fait, enfin, pas que par, voilà, c'est le réel constaté des parts de marché, quoi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc, les achats en hyper et super, donc au niveau de la GMS, les parts de marché ont diminué. Par contre, bon, sur les marchés et foires, c'est normal vu que ils ont été fermés pendant une partie. Et d'un autre côté, voilà, ce qui a redémarré, c'est le commerce traditionnel et la vente directe. Donc c'est important en avril, donc là on était au cœur du confinement. Et après, c'est aussi intéressant de voir ce qui s'est passé à la réouverture, entre guillemets, donc sur le mois de juin, mai-juin. Donc les commerces traditionnels ont quand même continué à gagner des parts de marché. Commerce traditionnel, c'est la boucherie, c'est notre boucher, tout simplement. Alors que la vente directe, voilà, il y a eu un petit coup d'arrêt avec une légère reprise sur le mois de juin, mais moins flagrante, j'ai envie de dire, que sur le commerce traditionnel. Donc des habitudes de consommation, comme on a vu, certes une consommation globale qui baisse toujours, mais des habitudes de consommation qui changent, et on va dire que voilà, qui s'orientent plus vers de la qualité et plus vers le circuit court, vers le commerce de proximité. Donc, au vu de ces éléments, quelles hypothèses de prix nous avons pris pour faire nos simulations?
Donc, on a pris voilà, un marché défavorable pour le broutard. Alors, on est resté mesuré parce que voilà, du broutard, il y a à la fois, ça peut être très saisonné, mais à la fois, il y a des systèmes où ils vendent du broutard toute l'année. Donc, vraiment, la chute des prix, elle intervient vraiment sur, voilà, on va dire la deuxième partie de l'année. Donc, on a pris un minimum à moins 6% et un maximum qui reste stable par rapport à l'année précédente. Ensuite, pour ce qui est du fini et du gras, donc sur les veaux gras, on a pris une hypothèse basse à moins 4% et une hypothèse maxi à plus 1. Voilà, avec un schéma, voilà, de nos veaux gras finis qui ont pu trouver, outre l'export, d'autres peut-être débouchés, ce qui nous permet d'avoir une hypothèse maxi à plus 1%. Et au niveau des réformes, par contre, là, voilà, on a un marché on a des prix qui sont bien montés. Donc, on a pris des hypothèses qui vont de 0 à plus 3%. Donc, quand on applique ces hypothèses à nos deux systèmes, donc on a deux systèmes. Le premier, c'est vraiment un broutard, voilà, que du broutard. Et on a un deuxième système, veau fini. Donc, le broutard, c'est des exploitations moyennes à 70 vaches allaitantes. C'est extensif sur 125 hectares. Donc, qu'est-ce qu'on constate en termes de projection? Donc, voilà, on a un produit bovin viande qui va baisser de moins 5 à moins 3% selon l'hypothèse. L'aliment en termes de charge qui reste stable et donc au niveau de notre BE, l'impact, on va avoir voilà, des résultats qui vont être plutôt orientés à la baisse. Donc puisqu'on passe de 612 € de BE par vache allaitante à, en hypothèse médiane, 589. Donc c'est vrai que cette baisse, j'ai marqué qu'elle était plus marquée sur le sud, puisque on a sur le sud de notre région, en fait, voilà, on est sur des schémas plutôt estivants, plutôt très saisonnés, qui vont vendre les animaux plutôt sur la partie automne et donc qui, là, dans le cas, sont arrivés au moment où les prix, voilà, où c'était difficile à faire partir et où les prix étaient le plus bas. Donc, par contre, un EBE moyen par exploitation, voilà, on a un EBE qui se situera entre 38 000 à 43 000 € par exploitation. Au niveau des veaux finis, donc là, on a des résultats qui sont stables. Donc, sur notre échantillon, on est sur des exploitations moyennes à 67 vaches allaitantes sur 76 hectares. Donc, un produit qui va baisser entre moins 2 à 0 pas suivant l'hypothèse. Là, par contre, un aliment qui augmente un peu. Et donc, du coup, l'impact sur le BE, c'est un EBE stable à 569 € par vache allaitante pour un EBE moyen par exploitation qui se situe entre 36 000 à 39 000 €. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur… Alors oui, j'ai deux questions. Est-ce que tu peux remonter à la diapo sur le marché des broutards? J'ai une question piège là, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre tout de suite, mais Oui. on va chercher. Sinon, attendez, je reprends. C'est Madame Pascale Martin ou Monsieur, oui, ça doit être Pascal Martin, qui nous demande quel est le pays au-dessus de l'Espagne en rose clair, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a l'apparition d'un nouveau pays là. Je ne sais pas si peut-être tu l'as pas en tête là, mais je te laisse chercher. En tête, je ne l'ai pas, mais je l'ai sur Oui. la source, oui. Ouais, je te laisserai regarder. Oui, Et voilà. puis j'ai Madame Torignac qui voudrait prendre la parole, donc je lui laisse poser sa question. Madame Torignac? Ah, je n'entends pas. Béatrice Torignac? Non, bon. Est-ce qu'il y a, je vois pas d'autres questions sur le chat, ni de demande de parole. Est-ce que autre? Alors on va préparer la suite. Sandrine, si tu peux couper ton partage, je vais, comme Cathy a quelques difficultés, c'est moi qui Normalement, vais c'est bon. partager pour passer aux ovins laits. Bon, très bien. Je vais recouper ma caméra parce que je pense que en termes de connexion, on a
défiler le diaporama et puis moi je vais vous le présenter. Donc au niveau des eaux vin lait, donc c'est vrai que la région Occitanie est bien représentée puisque la filière au vin lait, on est vraiment sur le bassin Roquefort où on a les 3 départements. Si on regarde au niveau collecte, comment ça a évolué? Alors, si on regarde le nombre de producteurs dans le schéma au niveau du graphique, donc le nombre de producteurs entre 2018 et 2020 diminue chaque année. Alors, la baisse avait été un peu plus marquée entre 2018 et 2019, entre 2019 et 2020, mais on perd à 3,2% en 2019 et 1,6% en 2020. Malgré cette diminution du nombre de producteurs, on a une collecte qui est repartie en hausse entre 2019 et 2020, puisqu'elle avait chuté de 2,2% entre 2018 et 2019. Et là, elle a réellement rebondi à plus 3,6%. Alors, par rapport à ces augmentations-là, elles sont liées d'abord à une forte croissance de volume lors du premier trimestre de 2020. Alors, certaines laiteries donc, ont donné des références supplémentaires aux exploitants. Et puis, on a eu un phénomène aussi lié à la qualité de la ration de base qui a été nettement de production assez net. Parallèlement à ça, si on regarde au niveau de la fabrication des produits, on s'aperçoit qu'il y a une stabilité au niveau des fromages, mais pour le Roquefort, on a une baisse de moins 1% et de moins 6,5% pour les pâtes molles. Par contre, on est toujours sur une progression des ultra frais assez nette à 3,7%. Si on regarde en termes de consommation, donc la consommation en produits laitiers issus des élevages de brebis est en progression assez nette. Alors ça c'est une tendance qui s'est nettement confirmée et amplifiée, je dirais, avec le confinement. Si on regarde en termes de consommation des ménages, les ultra frais ont progressé de 5,8 et l'année d'avant de 4,2. Les fromages frais, donc une progression à 2 chiffres, ce qui est quand même important, de 13,2%. Et l'année d'avant, même c'était plus net à 19%. Et au niveau du Roquefort aussi, on était sur des années précédentes en très légère progression. Là, on a bondi, on est à 8,9%. Donc, c'est quand même des progressions nettes. Alors, ça, c'est sur le graphique. Du prix. Alors, au niveau de l'évolution du prix, je dirais qu'elle est un peu moins en augmentation, puisqu'on s'aperçoit que sur les fromages frais, malgré tout, on a pris 3,7% du prix. Par contre, on a une diminution du prix sur les ultra frais, sur les yaourts, et une stabilité de prix plutôt sur le Roquefort. Donc, au niveau des prix, on marque un petit peu le pas, mais par contre, en termes de consommation, c'est quand même très, très important ce niveau-là de consommation. Si maintenant on regarde au niveau des prix, donc au niveau des prix, donc en haut, vous avez le prix de la campagne prix moyen, donc 935, 933, et puis entre 2018 et la campagne 2018-2019, on a eu une progression très nette du prix, plus 30 euros, qui est liée justement aux références en plus qui ont été données par certaines laiterie, et donc qui a donné du coup un prix supérieur, et également le taux de MSU, donc qui était nettement supérieur.
et donc à la norme, à jouer, je dirais, sur l'évolution du prix. Alors aussi, ce qui joue au niveau du prix, il y a ces facteurs de coût de MSU, il y a la notion de qualité, il y a la notion également de saisonnalité qui est importante suivant la période où l'exploitation commercialise produit son vin, son lait. On a une majoration du prix et donc c'est quand même très important. Et sur la campagne donc 2019-2020, on a pris une progression nettement moins importante au niveau du prix. On a pris un prix qui se situerait entre 964 pour le prix le plus faible, donc de 0,6 et au niveau maxi, donc à 975, avec une progression de 1,10 qui serait plus liée au taux de MSU, alors qui est un peu maintenant avec, on a le retour, je dirais, de la campagne 2020, qui serait un peu plus faible que celui de 2019, mais au-dessus de la base moyenne. Donc ça, et puis ce qui influe également, c'est la part de Roquefort commercialisé. Donc tout ça, mis bout à bout, en termes de prix, voilà les évolutions de prix que nous avons prises. Au niveau des agneaux de Roquefort, donc on est sur un prix en hausse. Donc on a eu ici, vous avez mois par mois l'évolution du prix par rapport à la campagne précédente et même aux deux campagnes précédentes. Et c'est vrai que sur le mois de février, on a eu une hausse assez importante. Ça a été par contre une baisse après sur le mois d'avril et mai, qui après il y a eu un rebond en juin, mais là on a beaucoup moins d'agneaux produits sur ces périodes-là. Et donc du coup, au niveau de l'hypothèse de prix, on a pris une hypothèse et qui nous amènerait à un prix moyen de l'agneau de 60 €, ce qui est quand même un niveau de prix moyen intéressant. Si on regarde maintenant au niveau donc en appliquant ces évolutions par rapport à notre groupe, donc qui est composé de 404 brebis, 125 000 litres de lait produit, soit 310 € par brebis. Alors on constate une progression un petit peu de la production par brebis. Et sur une surface de 121 hectares, mais sur ces 121 hectares, donc on a aussi sur des zones de landes sur ce niveau-là de surface. Donc en termes de produits, on est sur une progression du produit de 2,1% et qui pourrait aller entre 0,8 pour l'hypothèse la plus pessimiste à plus 3,2 pour l'hypothèse la plus optimiste, avec une baisse des intrants, surtout liée au niveau du coût alimentaire, puisque, comme je vous disais, sur la campagne 2019, la récolte des fourrages avait été bonne et de qualité, et laitière qui suit. Et au niveau des charges fixes, une stabilité, ce qui fait qu'en termes de BE, après avoir eu une baisse sur l'année 2019, on est au 1000 litres avec un prix un EBE qui serait en progression et le BE moyen serait à 661 € pour les 1000 litres et qui irait de 641 à 680. Et si on regarde en global au niveau de l'exploitation, on se situerait à une moyenne de 82 600, donc comparable, je dirais, à l'année 2018.
et avec une fourchette entre 79 et 85 000 euros, donc des EBE bien orientés au niveau des ovins laits. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Par rapport à la MSU, alors la MSU, c'est la matière sèche utile. Et au niveau c'est la matière sèche, pas la matière grasse. Je me suis trompée, je me fais une mauvaise réponse. La matière sèche unique, ça englobe deux taux. Ça englobe le taux de matière grasse plus le taux de matière protéique. Donc, c'est l'agglomération de ces deux taux qui font ce calcul. Et si on est sur un chiffre supérieur à 130 grammes, du coup, on a une majoration au niveau du prix du lait. Voilà pour... Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer aux ovins viande. D'accord. Donc, au niveau des ovins viande, donc là aussi, au niveau des ovins viande, il est important de se replacer, je dirais, au niveau au niveau français, on est en sous-production par rapport à notre consommation. Alors, c'est vrai que la consommation d'agneau, de viande, d'ovins est en diminution constante au niveau de la France. Mais malgré tout, on est fortement déficitaire en termes de production et on l'a illustré à travers ce schéma. En vert, vous avez la production française. Alors, avec une partie vert clair, c'est les agneaux qu'on importe et qui sont abattus sur notre territoire, donc qui est une petite part. Les exportations donc, de viande venant en particulier du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et puis de l'Irlande, et puis d'autres d'Espagne également. Donc ces deux cumulés, ça nous donne notre consommation et on s'aperçoit donc que en termes de consommation, la production française couvre 46% de la consommation française. Donc c'est vrai que on est vraiment très loin d'être autonome par rapport à cette production-là. Donc ce qui veut dire qu'également il y a potentiellement du marché et de la production à produire. Si on regarde au niveau de la consommation, ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de consommation, on est toujours en baisse et sur 2020, on est en baisse de 5,8% sur les 8 premiers mois. Alors là, on a un effet aussi confinement qui est important puisque sur la période du premier confinement, on a moins 10 à moins 15 pendant le premier confinement et là, vous avez tous les mois, je dirais, l'évolution donc de la consommation de 2018 à 2020 et on s'aperçoit que sur les 6 premiers mois de l'année 2020, on est inférieur aux années précédentes et à part en juillet, donc avec les fêtes de l'Aïd, là on a un pic de consommation donc de 29% qui est quand même très, très important. Alors, suivant la date de l'Aïd, ça fluctue d'un mois à l'autre, mais c'est vrai que cette fête amène quand même une consommation importante de viande ovine. Point sur les importations sur les 8 premiers mois. Donc là, pareil, matérialisé par le graphique. Et donc les pays qui nous ont, je dirais, moins importé de viande, on a eu le Royaume-Uni avec moins 14%, l'Espagne qui est important, hein, moins 25%, et la Nouvelle-Zélande, moins 31%, qui, elle, se tourne de plus en plus vers la Chine, qui est aussi consommatrice de viande ovine. Donc, et parallèlement à ça, on a eu le prix de la viande britannique qui a été plus élevé. Donc, avec ces éléments-là, si vous voulez moins de consommation
mais moins d'importations, ce qui fait qu'au niveau des prix, on s'est retrouvé avec une... Puisque si on regarde à travers la coupe, donc 2020 étant en bleu, on a eu une baisse notable lors du premier confinement, hein, qui est illustrée par la baisse sur le mois d'avril. Donc là, on a eu quand même une inquiétude forte sur cette période-là, en se disant que c'est Pâques, c'est une forte période de consommation, et en se disant donc moins de consommation, le prix qui chute, comment ça va rebondir par la suite. Et il se trouve que sur la période de l'été, on a eu une demande qui a été donc soutenue, on l'a vu avec la fête de l'Aïd en juillet, et les prix n'ont cessé de progresser sur les derniers mois de l'année, où on est arrivé avec des prix moyens records, où on était à plus de 7 € par kilo de carcasse, ce qui est quand même important, et qu'on a... donc vraiment une revalorisation du prix qui est très conséquente. Et donc, si on regarde maintenant au niveau de l'incidence, au niveau de la filière, au niveau de notre groupe, en sachant que au niveau des ovins, suivant les départements, on est sur des troupeaux de taille quand même différentes et de conduite aussi différentes, avec une vers l'Écosse et beaucoup plus intensive vers les zones comme le Tarn. Donc, et là c'est pareil, si on regarde au niveau du groupe, on a 513 brebis allaitantes, ce qui produisent en moyenne 1,38 agneaux par brebis, ce qui est quand même pas négligeable, et on est sur une surface de 172 hectares, mais parce que également on a 68 hectares de landes et parcours qui sont plutôt sur le Lot. Donc, au niveau de nos hypothèses, on a gardé la même productivité en la faisant varier entre le mini et le maxi entre 1,35 et 1,40, avec un prix de l'agneau en progression de 2 à 6%, ce qui est quand même pas rien, avec un prix de l'agneau à 118 €. Alors ceux qui seront sur des agneaux labellisés, ce qui est quand même une part importante de la production ovine, on sera sur des prix même un peu plus élevés que ça. Donc une progression du produit de plus 1%, et une diminution des charges, alors modérées, hein, et en particulier des charges en aliments, où là aussi on est un peu plus faible. Ce qui fait qu'en termes de BE par brebis, on se situerait en moyenne à 92 €, donc un peu plus haut quand même que 2019 et 2018, comparable je dirais à 2017, avec une fourchette allant de 89 à 95. Global, on serait sur pratiquement 45 000 € à 48 000 € de BE, donc comparable, et même peut-être comparable à l'année 2017. Donc c'est vrai que les deux filières ovines ont tiré un petit peu leur épingle du jeu sur la campagne 2020. Donc avant de passer sur les canards, les palmipèdes, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Vous pouvez lever la main toujours. Parce que la main aurait été levée déjà s'il y avait eu des questions. Donc je crois qu'on va continuer. Donc au niveau des canards gras, donc là, nous, dans nos simulations, on fait des simulations pour les filières longues. Au niveau des canards gras, c'est vrai que la France est le premier producteur mondial de foie gras, et l'Occitanie représente 25% de cette production, donc c'est quand même important pour notre région.
avec des départements quand même fortement, je dirais, imprégnés. C'est au niveau du Gers, du Lot, et puis maintenant un petit peu, ça mais vraiment on a une part importante de la production. Si on regarde sur l'évolution, il nous a semblé important de mettre en évidence euh, la répartition. Donc au niveau de la France, on a eu deux périodes, je dirais, avant la première grippe aviaire, puisque avant 2016, on avait la production française, c'était entre 72 et 75% de la production mondiale, ce qui est quand même très important. Avec la grippe aviaire, donc la première production française, puisque de 75% on est passé à 64%, avec une augmentation de la part de la Hongrie et de la Bulgarie surtout. Et puis donc depuis, on n'a pas retrouvé, je dirais, notre volume d'avant, qui est lié aussi à une perte de part de marché, en particulier à l'international, avec une baisse de la consommation. Pour 2019, donc on était sur une production en baisse de 4%. 2020. Donc, on a un certain nombre de facteurs. On peut passer à la diapo suivante sur qui influent, je dirais, la production et qui ont des effets. On a eu la mise en place avec la loi Egalim qui a encadré les promotions et avec 25% des volumes. Donc ça a entraîné une baisse, je dirais, au niveau des achats de foie gras autour de 10%. Sur la période festive, donc là, je me situe fin 2019. Hein, et une baisse des exportations, donc de 11%, là aussi fin 2019. Et ce qui a généré, je dirais, une augmentation des stocks. Avant de commencer la campagne 2020, on avait une augmentation des stocks en foie gras. Un autre facteur également, c'est la consommation de foie gras se réalise en CHR au niveau donc des débouchés à une hauteur de 60%. Et à ça s'est rajouté donc la période donc de la pandémie lors du premier confinement et également le second confinement qui a fortement touché les salons, on l'a vu précédemment, et puis les restaurants étant fermés, donc une baisse de la consommation. Alors, sur nos simulations, la seconde vague, je dirais, a été pas totalement prise en compte et son effet sera surtout, je dirais, aura un effet sur la campagne 2021. Mais donc tout ça réuni a entraîné, je dirais, réduit le nombre d'animaux mis en élevage de 12%, ce qui est quand même important. Ça représente un étalement de la production et un temps de vide sanitaire plus important, quoi. Et également, donc, si on regarde au niveau des abattages, donc en regardant la courbe donc, qui est en rouge, 2020 qui est en rouge, on est donc sur une diminution. Alors, on partait sur le même niveau que 2019 en janvier-février, et à partir de janvier-février, avec également le confinement, une mise
moins d'embattage, c'est très net. On a eu une reprise durant l'été et puis une chute après importante sur août, fin juillet, août, et un rebond sur septembre. Mais par contre, là, sur la fin de l'année, c'est vrai qu'on devrait avoir une courbe qui descend de nouveau. Et sur les 9 premiers mois, on a été sur une baisse de 7,8%, ce qui est quand même important. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les incidences, ben, ça va être un allongement des vides sanitaires. On peut passer sur la diapo d'après, Magali. Merci. Sur donc un allongement des vides sanitaires entre deux bandes, une baisse également des prix observés chez certains opérateurs et entre moins 10 et moins 20 centimes d'euros. Donc, ce qui représente quand même entre 2500 et 6000 euros par exploitation, ce qui est quand même pas anodin. Et au niveau donc du coup de nos hypothèses, on a pris 3 hypothèses. L'hypothèse basse avec une perte de 2 bandes et une baisse de prix plus marquée. L'hypothèse médiane, donc perte d'une bande et baisse de prix. Et dans l'hypothèse haute, on est sur une perte minimisée et une baisse de prix moindre. Donc ça, c'est pour les impacts sur la filière longue, sur les simulations que nous faisons. Sur les filières courtes, il y a eu des effets également. Le circuit commercial qu'a l'exploitation. Si cette exploitation commercialise en vente directe auprès des particuliers, l'effet aura été moindre. Par contre, pour ceux qui commercialisent vraiment en direction des restaurants, là, la conséquence va être plus importante. Donc, sur les filières courtes, on considère que ça équivaut de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 2 mois. Alors après, la période estivale a été favorable, donc ça peut aller à juste 1 mois. Donc, et les fêtes de fin d'année, donc c'est vrai que c'est ce qui nous préoccupe surtout, puisque ça représente jusqu'à 60% du chiffre d'affaires annuel. Donc il faudra voir comment ça s'est joué, et suivant le circuit commercial, comme je vous disais, on va avoir des écarts importants. Si on regarde maintenant au niveau de notre groupe, donc on est sur... donc 2019, on était sur un EBE qui avait légèrement fléchi par rapport à 2018. Alors 2017, on avait eu vraiment une année assez exceptionnelle. Donc sur 2020, on serait sur une baisse quand même assez notable. Si on prend l'hypothèse moyenne, donc ça ferait une perte de 6 000 euros, mais qui pourrait être nettement plus importante si on prend l'hypothèse la plus basse, puisque là on avait la perte de 2 bandes qui est quand même considérable. Donc avec 48 000 à 63 000 euros de BE qui peuvent fluctuer. J'étais restée sur la diapo canard, Magali. Donc au niveau de l'aviculture, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Alors moi, je ne vois pas de questions de mon côté. Par contre, j'avais une question sur les ovins, on peut peut-être revenir, de Modcomb. Est-ce qu'on a des données sur les dispositifs d'intégration en engraissement ovin de type de ce que fait Arteris? Est-ce que Cathy, tu as des éléments là-dessus? Non, j'ai pas d'éléments parce que très souvent, cette production en intégration, elle est accolée à d'autres productions. Et donc, comme là, on travaille plutôt sur des systèmes purs, donc on n'a pas regardé ce que ça pouvait impacter sur des filières d'intégration.
Visiblement, il y avait eu un bug sur le diaporama. Je l'ai remis. J'espère que ça marche. Oui. Donc, sur les... Donc là, on a fini de présenter les filières. Donc, on a une diapo sur les revenus disponibles. Bon, on pourra toujours revenir à vos questions. On passe peut-être aux revenus disponibles, du coup. Donc, sur les revenus disponibles, là, nous allons traiter uniquement les revenus disponibles pour les productions animales. Alors, c'est vrai que sur 2020, la baisse est très marquée au niveau des productions végétales, un peu moins au niveau des productions animales, bien que on remarque qu'au niveau des bovins viandes en particulier, ils sont quand même affectés et on a une baisse de l'EBE, aussi bien pour les bovins broutards que pour les bovins peaufinis. Là, sur les canards gras, on l'a vu, on a une diminution de l'EBE. Et sur les bovins laits, on est plutôt sur une stabilité au niveau de l'EBE. Et les deux filières, donc les ovins viande modérément et les ovins laits qui progressent d'une façon un peu plus importante. Et si on regarde donc au niveau du graphe, vous avez en haut les EBE. On a déduit les annuités en vert clair. Et on est sur, après, le revenu disponible ramené à l'UTH dans les carrés. Et on s'aperçoit qu'en termes de revenus disponibles, sur les ovins viande, ça marque nettement le pas. Ah oui, alors... On peut peut-être rajouter que c'est des moyennes hein, et que ça peut cacher des écarts quand même très importants au sein d'une même filière entre les exploitants. Oui, c'est certain qu'il y a des dispersions des exploitations. Hein. Je revois la question de Madame Maude Combe. C'est vrai que dans le 2017 étaient intégrées les aides liées à la première grippe aviaire. C'est vrai que sur les canards, j'ai pas parlé de la deuxième vague de grippe aviaire qui nous arrive là en fin d'année, qui touche le sud-ouest, en particulier fortement les Landes, mais qui commence à venir sur les départements, je dirais, limitrophes. Et donc ça se rajoute l'inquiétude, je dirais, sur cette filière, en plus cette grippe aviaire. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir des impacts plus ou moins importants sur la campagne 2021, aussi bien en termes de volume produit qu'en termes de revenus pour les producteurs. Donc, au niveau des revenus disponibles, on est sur une baisse quand même nettement moins marquée que ce qu'on peut avoir en production végétale. Voilà pour les revenus disponibles. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, on a prévu une petite partie de conclusion, un peu de perspective, hein, c'est-à-dire de voir un peu à l'avenir qu'est-ce qu'on a comme certitude, qu'est-ce qu'on a comme incertitude et comment on peut se projeter un petit peu plus loin. Et donc, c'est Sandrine qui va nous présenter cette partie. Je lui laisse partager son diaporama. Il faudra que tu remettes ton micro, Sandrine, voilà. Oui, ça y est, je viens de le mettre. Hop, hop là. Voilà.
Donc voilà, au niveau de la conclusion donc et un peu de l'ouverture pour clôturer cette présentation. Donc et demain, tout d'abord demain, on va être face à des incertitudes. Les premières incertitudes, on en a parlé finalement tout au long de notre présentation. C'est la crise liée à la Covid. Jusqu'où et jusqu'à quand. Donc on a vu l'impact du premier confinement sur les différentes filières, mais voilà, on n'a pas mesuré encore l'impact du deuxième. Ça sera sur plus le début de l'année 2021. Il y a ça dans un premier temps. Ensuite, l'arrivée du vaccin, ça y est, il est arrivé. La vaccination qui commence. Des nouvelles vagues dont on nous parle, les variantes qui viennent de l'Angleterre. Voilà. Donc forcément derrière, peut-être des nouvelles restrictions, troisième confinement. Est-ce que voilà, confinement sur d'autres petites périodes. Tout ça, voilà, va amener aussi des changements dans la consommation, des changements dans la façon de vivre. Et donc une fois que cette crise sanitaire va être passée, voilà, faudra certainement compter sur une crise économique et sociale, et qui va aussi impacter le secteur agricole, à la fois d'un point de vue économique par peut-être de la baisse de pouvoir d'achat, mais aussi par du changement dans les modes de consommation, du changement dans les attentes des consommateurs. Voilà, tout ceci sont tout un tas d'incertitudes liées à cette crise. Autre niveau d'incertitude plus agricole, la nouvelle PAC. Donc voilà, la nouvelle PAC qui va intervenir à partir de 2023. Donc aujourd'hui, elle est en discussion, cette PAC, donc la politique agricole commune. Le cadre général a été fixé par la Commission européenne, et maintenant la main est donnée aux différents États pour rentrer dans ce cadre-là, et rendre leur copie et validation par la Commission. Donc on est là dans ce moment de discussion pour fixer ce que sera la politique agricole commune à partir de 2023. Politique agricole commune, voilà, les aides, ce sont des aides perçues par les agriculteurs et qui pèsent fortement dans l'économie de l'exploitation. Toutefois, cette PAC, la PAC actuelle, elle est prolongée jusqu'au changement, donc elle est prolongée jusqu'en 2022. Le budget est constant, donc les règles, on reste sur les mêmes jusqu'au changement. Donc ça devrait pas bouger. Et au niveau régionaux, les plans régionaux ont été rediscutés et sont en cours de discussion, mais sur les périodes de transition, fondamentalement, ces aides ne changent pas non plus. Le financement des DGA est assuré. Les DGA, c'est les dotations jeunes agriculteurs. C'est voilà, c'est ce qui donne l'élan sur les installations et les reprises d'exploitation. Au niveau des incertitudes aussi, là, d'un point de vue plus européen, c'est le Brexit. Donc, quels vont être les échanges avec le Royaume-Uni suite aux négociations du Brexit. Donc, la sortie officielle a eu lieu donc au 1er janvier 2020. On est sur une période de transition. On était sur une période de transition jusqu'à la fin de l'année 2020. Pendant laquelle on devait trouver voilà, des accords de libre-échange, des discussions étaient en cours, et finalement la période de transition, si les accords ne sont pas trouvés, elle peut être reconduite jusqu'à fin 2022. Les conséquences en fait de ces accords de libre-échange là pour nous, pour la France, voilà, il faut savoir que voilà, le Royaume-Uni importe des produits agroalimentaires, donc au niveau français. On le voit, le poids, c'est 2,7 millions d'euros. Donc un poids quand même important. Ça va
concerner le secteur agroalimentaire et voilà, les secteurs les plus touchés seraient le vin, les fruits, le fromage et les ovins aussi. Donc une incertitude de plus finalement voilà, sur l'avenir et sur ce que sera 2021. Mais face à ces incertitudes, quand même, il y a quand même des opportunités dans ce contexte-là qui ont été à saisir ou qui sont encore à saisir. Donc, qui ont été, ça a été les aides de la région face à la crise de la Covid-19. La région a mis en place, on va dire, des enveloppes financières, donc sur des dispositifs qui existaient déjà au niveau de la région Occitanie, mais qui ont été renforcés. Donc, c'est ce que l'on a appelé les passes relance. Donc, c'était des aides qui venaient sur 3 secteurs, on va dire la viticulture, le tourisme et l'agri-valorisation, c'est tout ce qui concerne la commercialisation et les circuits courts. Donc, qui permettait à la fois aux exploitants et aux exploitations de s'équiper, de mettre en place et de s'adapter finalement à ces changements. Donc, ce sont des enveloppes qui ont été allouées donc jusqu'au 31 décembre 2020, mais voilà, le pass relance est reconduit sous une nouvelle forme pour 2021. C'est un plan qui a été quand même assez bien suivi sur la région Occitanie. Au niveau national, là, c'est pour à partir de maintenant. Donc, c'est le plan de relance national, donc avec son volet agriculture. Donc, 1,2 milliard d'euros donc dédiés au secteur de l'agriculture avec 3 priorités, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Donc, il y a un budget géré par plusieurs entités et dont une partie est gérée par France Agrimaire et après d'autres intervenants gèrent suivant les aides qui ont été allouées. Donc, il y a donc l'accompagnement plusieurs secteurs, donc l'accompagnement du changement climatique, la souveraineté alimentaire, la transition agroécologique pour 346 millions d'euros et l'alimentation saine, durable et locale pour 200 millions d'euros. Donc ça se matérialise sous la forme d'aide. Donc on en a énoncé quelques-unes ici qui touchent plus particulièrement les exploitations agricoles et qui sont portées pour une partie par France Agrimaire. Donc, l'aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agroécologique. Alors, je vais les regrouper. L'aide aux agroéquipements nécessaires au changement climatique et le plan protéines végétales. Ce sont 3 aides qui sont, auxquelles peuvent souscrire les agriculteurs dès à présent, donc depuis le 4 janvier et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Donc par l'intermédiaire de France Agrimaire, à savoir que par exemple sur le plan protéines végétales, sur la partie qui concerne les exploitants agricoles, il y avait un budget alloué de 20 millions d'euros. À aujourd'hui, le nombre de dossiers sur ce plan-là explose et on a déjà eu plus de 63 millions de subventions qui ont été demandées. Donc, par exemple, sur cette partie-là, au niveau, c'est du financement sur de l'équipement pour favoriser l'implantation de protéines végétales sur les exploitations. Il faut savoir que la demande d'aide, par exemple, est fermée jusqu'à la fin du mois de janvier pour voir, parce que les crédits ont déjà été absorbés. Ensuite, il y a d'autres types d'aides comme le crédit d'impôt HVE. On renforce aussi au niveau du bio, impact bio, planton des haies et le bon bilan carbone, qui sont des aides plus portées par d'autres structures telles que l'agence bio ou l'ADEME et destinées pareil aux exploitations agricoles. Dans les opportunités aussi, il y a la certification. Donc, il y a un fort engouement pour la certification, que ce soit au niveau de la PAC avec les micro-régimes qui vont arriver. Et là, on le voit au niveau du plan de relance avec le crédit d'impôt HVE. Donc, on a voulu ici vous faire un petit focus sur HVE. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le label haute valeur environnementale.
Donc au 1er juillet 2020, il y avait 8218 exploitations certifiées en France, donc plus 52% qui ont eu la certification en 6 mois. Donc vraiment un boom quoi, sur cette certification-là. Et au niveau de notre région Occitanie, il y en a 1489, donc en un an, ça a été multiplié par 6. Alors toutes les filières ne se retrouvent pas forcément dans cette certification. On y retrouve surtout voilà, la filière viticole qui a été la première filière à partir dans cette certification-là. Surtout voilà, pour on va dire une distinction au niveau commercial aussi et aider au niveau de la commercialisation. Ensuite, voilà, ça concerne aussi les filières arboricoles, maraîchage, horticole qui sont rentrées et voilà, depuis peu, Grande Culture rentre aussi dans cet engagement. Donc, il y a le plan biodiversité qui a mis un objectif assez ambitieux. Donc, voilà, qui a pour objectif 15 000 exploitations certifiées en HVE en 2022 pour arriver en 2030 à 50 000. Donc, voilà, on est en 2020, à juillet 2020, on était à 8 000. Soit moitié de l'objectif prévu pour 2022. On a aussi dans les éléments positifs, et on a pu le voir un petit peu sur les différentes filières, voilà, les changements de consommation et d'habitude de consommation avec le développement de tout ce qui est circuit court, commerce de proximité. Donc on l'avait déjà évoqué un petit peu l'année dernière dans notre présentation, hein, voilà, sur l'opportunité que pouvait être le circuit court. Donc ça a été, on va dire, avec cette crise, ça a fait qu'accélérer cette tendance-là. Donc avec le circuit court, le bio, le produit local, un fort engouement des consommateurs. Donc, on avait évoqué l'an dernier 20% des produits en circuit court dans le panier moyen. En 2019, on était à 12-15%. Donc, on se rapproche voilà, de ce 20%-là. Il faut savoir aussi que les grandes surfaces vont aussi vers ce côté terroir, territoire local voilà, sur leurs enseignes et sur leurs produits, en proposant eux aussi des produits plus locaux, plus terroirs, on va dire. Et donc ça reste, voilà, le circuit court, pardon, reste aussi une opportunité et une, on va dire une opportunité, voilà, à saisir pour les exploitants. Hop là. Donc, la crise aussi, c'est une invitation à se questionner et à faire des choix. Donc, il y a des opportunités, il y a des questionnements à avoir. Donc, on est effectivement dans un contexte actuel changeant avec, comme on l'a vu, des attentes du consommateur qui évoluent, des demandes qui évoluent, des modes de consommation, des lieux de consommation aussi qui évoluent, du coup qui font réfléchir et qui questionnent. Donc, avec changement en correspondance, en corrélation, on a un changement des modes de production, on a de nouveaux modèles économiques qui peuvent se mettre en place et aussi un marché qui est toujours présent quand même, voilà, qui est toujours là, des politiques publiques, un marché de plus en plus mondialisé aussi et qui impacte aussi nos exploitations. Donc, au niveau la crise, pardon, voilà, la crise, une des citations qu'on a mise en avant sur cette conclusion aussi, c'est que la crise, c'est pas comme une maladie dont on ne peut sortir, elle est comme une sorte de nouvelle naissance. Donc c'est vrai que c'est voilà, la crise, c'est aussi le moment où il faut se questionner, c'est aussi le moment où il faut poser et voilà, et choisir et décider d'en sortir. Et puis c'est aussi des fois l'opportunité de faire des changements profonds et de redéfinir nos orientations au sein de nos exploitations. Hop, ah.
Donc c'est aussi là que Serre France est présent depuis de nombreuses années dans l'accompagnement stratégique des exploitants agricoles. Et face à tous ces constats, c'est vrai que on avait entamé une réflexion justement sur l'accompagnement et sur voilà ce que serait l'agriculture, et donc dans la démarche, ce qu'on a appelé nous stratégie 2030. Donc c'est voilà, il y a quatre on va dire quatre stratégies qui ont été identifiées: la compétitivité, l'avantage contractuel, la réflexion aussi sur nos systèmes, sur nos pratiques, sur voilà, des filières différenciées, sur et l'avantage clientèle. Donc le Serre France, voilà, accompagne dans tous ces changements, que ce soit dans de l'accompagnement collectif à travers de multiples formations, et aussi dans de l'accompagnement individuel par nos conseillers sur ces changements et sur cette réflexion au sein de nos exploitations. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas, Magali. Je vais arrêter mon partage. C'est peut-être. Il y a une question sur la HVE. Pourquoi les filières élevage sont moins présentes sur la HVE que la viticulture ou l'arbo? Est-ce que tu peux donner une explication, Sandrine, peut-être? Alors pourquoi, je ne sais pas si Cathy peut répondre sur le pourquoi. Aujourd'hui, le HVE, enfin, les exploitations d'élevage vont plutôt aller vers le bas carbone, vers les labels bas carbone, plus que sur le HVE. Je ne sais pas si Cathy a plus de précision. Non, je partage ton avis. On ira plus vers là que forcément vers le HVE. Voilà. Le HVE, la viticulture s'y est beaucoup intéressée parce que les acheteurs de produits de vin valorisaient la HVE, et les consommateurs aussi peuvent le voir sur les bouteilles. Et donc, ça fait un avantage, disons, concurrentiel que peut-être des plus difficiles à avoir sur des filières animales ou voilà, sur des produits qui partent pas directement dans les commerces, quoi. Oui, et puis c'est pour ça qu'au niveau consommateur et filière, on ira en élevage plus vers le bas carbone, parce que c'est sur ça aussi que publiquement on est attaqué par on va dire entre guillemets on est moins bon en fait sur ce volet-là, et c'est ce volet-là qui sera plus porteur au niveau commercial pour l'élevage. Il y a des questions, puisque là on arrive au bout de la présentation, donc c'est le moment ou jamais. Posez vos questions si vous voulez prendre la parole. Alors, je sais pas, quelqu'un demande à voir la dernière diapositive. Alors, c'était, je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est celle-ci, mais les deux. Là, c'est plus l'accompagnement que peut faire Serre France en faisant réfléchir sur les différentes orientations stratégiques qui s'offrent aux exploitants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les diagnostics, oui, alors il y a un complément, peut-être un élément sur HVE et bas carbone. Mario de Valton, les diagnostics ne sont pas encore bien adaptés sur les filières animales. Voilà, il y a aussi ça, voilà, les procédures, les process, les outils, les méthodos, enfin voilà, c'est difficile. Comme on a des filières complètement différentes et très très variées, parfois les systèmes commencent par s'intéresser à une filière et puis ça progresse après vers les autres. Effectivement, merci. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer là. Donc il n'est pas tout à fait midi. On va vous libérer pour le déjeuner. Donc effectivement, si on veut faire une conclusion générale à cette présentation des résultats 2020,
Comme Cathy l'a dit aussi, la particularité, c'est quand même la difficulté des filières végétales et notamment des grandes cultures. Donc là, on ne vous a pas mis le graphique, enfin, les revenus disponibles, mais on a des revenus disponibles qui ne permettent pas de vivre. Ça ne permet pas de retirer un SMIC, donc c'est assez grave. Il y a des EBE négatifs et surtout, ça se poursuit depuis plusieurs années. Donc il y a vraiment des questions qui se posent sur cette filière-là. Les filières animales, comme vous avez vu le voir, se maintiennent. Voilà, on a beaucoup d'estimations qui sont dans la moyenne de l'année précédente. Donc c'est un peu moins difficile pour les filières animales. Sur quoi il faut toujours insister aussi, c'est que malgré les difficultés, même en grande culture, il y a toujours des exploitations qui arrivent à s'en sortir mieux que les autres. Alors c'est des systèmes particuliers, il faut voir tout au cas particulier, mais ça veut dire qu'il y a quand même des façons de s'en sortir, même quand il y a des difficultés. Et donc voilà, il faut se poser des questions sur sa stratégie. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce qu'on vous a montré à la fin, de faire réfléchir les agriculteurs à leur stratégie. Parfois, il faut carrément avoir des stratégies de rupture. Il y a des agriculteurs de plus en plus qui n'hésitent pas à changer leur système de production. C'est pas seulement de l'adaptation qu'il faut faire parfois. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour avoir cette vision globale aussi, pour qu'ils se sentent dans leur réflexion. Voilà, donc j'imagine que tous autour de la table, vous êtes aussi dans cette perspective-là. Donc, plus on va être nombreux à les aider, mieux ça va se passer. Puis en espérant aussi que les difficultés climatiques, parce que c'est quand même ça qui a posé des problèmes l'an dernier pour la filière végétale, voilà, l'année prochaine, on aura une pause aussi là, puisqu'on a quand même le Covid, donc c'est déjà beaucoup. Il me reste à vous remercier. Alors, remercier tous les participants à cette présentation. Ça fait plaisir de voir que c'est un travail qui a du succès, qui vous intéresse. Donc, voilà, nous, ça nous fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur aussi aux personnes qui ont travaillé. Je voulais aussi donc les remercier, les chargés d'études qui ont travaillé sur ce dossier. Donc, ils sont 4 ou 5 sur... donc, vous avez ici, je vais vous mettre une diapo où vous avez leur nom, voilà, et les lieux. Donc, on vous la donnera si vous avez besoin. Donc, ces personnes alimentent la base de données qui nous sert à faire tous ces travaux, qui nous sert à faire Agriscopie aussi, que vous connaissez par ailleurs. Et puis, certains d'entre eux travaillent plus en profondeur sur l'analyse et la rédaction de ce document-là que vous avez vu, et puis aussi d'Agriscopie, du document de synthèse qu'on va faire là dans les jours qui viennent, qui sera destiné à tous. Donc merci aussi au service de la DRAF, on l'a oublié de le faire l'autre jour, mais de la DRAF, Agreste et France Agrimaire, parce qu'on utilise énormément leurs sources. C'est très précieux pour nous et ils sont très disponibles si on a besoin de quelque chose ou quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on recherche, ils nous le trouvent. Donc merci aussi à eux. C'est précieux de les avoir aussi sous la main. Et puis je terminerai en remerciant le club des partenaires, puisque c'est grâce aussi à eux qu'on peut mener ce travail. Donc il y a 10 partenaires aujourd'hui. On fait un appel à ceux qui voudront les rejoindre. C'est ouvert tout ça. Merci beaucoup à eux. Voilà, je vous rappelle aussi que peut-être vous avez reçu l'invitation. Vendredi, il y a une présentation de l'observatoire viticole. On mène aussi un observatoire viticole à l'initiative de nos collègues de Languedoc-Roussillon à l'origine, qui l'ont élaboré et qui l'ont poursuivi depuis plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, il est à l'échelle Occitanie aussi. Il est porté par la structure Serre France Occitanie. Et donc, il fait l'objet d'une présentation vendredi et aussi d'une plaquette de publication large dès la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous. À bientôt. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins, des questions. On essaiera de vous répondre. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bon appétit. Merci. Merci, au revoir. Merci pour la présentation, au revoir. Merci.